il est fort doux de perdre son regard dans le beau visage ouvert du ciel. Comprenne qui pourra. Et donc, pour ce soir, Philippe Mérieux va donc participer à l'animation de ce débat. Bien, Philippe. Et les 4 candidats parleront dans l'ordre suivant. Stéphane Lhomme, Henri Stoll, Eva Joly et Nicolas Hulot. Merci de nous rejoindre. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Eva, bonjour Stéphane, bonjour Nicolas, bonjour Henri. Vous allez donc, comme chaque fois, avoir à prendre la parole devant tous ceux et toutes celles qui nous écoutent ici, qui nous écoutent aussi à travers Internet pour dire ce qui vous spécifie dans cette bataille que nous menons pour faire gagner les idées de l'écologie politique. Alors c'est vrai, ceux et celles qui regardent ces primaires de l'extérieur et parce que il y a nécessairement, comme l'a dit Cécile, une partie de compétition, peuvent s'imaginer qu'il y a plus de choses qui vous séparent que de choses qui vous réunissent. Je voudrais dire ici, à vous et à tout le monde, qu'il y a beaucoup de choses qui vous réunissent. Vous avez tous signé, bien sûr, le manifeste pour une société écologique qui indique quelles sont les perspectives dans lesquelles nous travaillons ensemble. Vous avez tous souscrit également à la charte des valeurs qui est structurante d'Europe Écologie Les Verts, qui est le texte liminaire à nos statuts. Vous avez tous également signé un engagement qui vous amène à respecter à la fois les autres participants de cette primaire et bien sûr en respecter le verdict, entre guillemets. Alors nous allons ce soir avoir une soirée extrêmement remplie avec un nombre considérable de sujets, mais que nos 2 journalistes que je vous présenterai dans un instant ont regroupé autour de 4 thèmes. Dans l'ordre sécurité-justice, ce sera le premier thème. Ensuite, la santé. Ensuite, l'éducation, la formation, l'emploi. Ensuite, les questions internationales. Avant de traiter de ces 4 thèmes, je vais donc vous donner la parole en vous demandant ce soir plus particulièrement de penser que nous nous situons dans la perspective qui fait suite à notre congrès de La Rochelle. Nous voulons engager une nouvelle étape pour l'écologie politique. Nous ne voulons pas une nouvelle alternance à l'ancienne qui redéplacerait le curseur vers un peu plus d'État et simplement un peu moins de nucléaire. Nous voulons un vrai changement politique et nous voulons peser dans ce changement politique parce que nous croyons que l'écologie, c'est bien ce qui nous permet de changer le monde en profondeur. Nous savons que nous jouissons d'un bon niveau de confiance et de sympathie dans la population. Les sondages nous créditent de cette sympathie, mais ils disent aussi que nous ne sommes pas toujours complètement crédibles sur le plan de nos propositions et sur le plan de notre capacité à exercer le pouvoir. Alors je vous demande de penser à travers vos interventions aux Françaises et aux Français, à tous ceux et à toutes celles, tous les citoyens de cette région d'abord, une région particulière, Lille, avec des difficultés que vous connaissez, une région importante qui nous accueille, et je remercie les militants lillois qui ont préparé cette soirée. Je vous demande de penser à tous les Français, à tous les citoyens, et de nous dire à nous, écologistes, qui allons devoir vous départager chaleureusement, de nous dire à nous comment vous allez convaincre les Français de prendre le logiciel écologiste, comment vous allez vous adresser à ceux et celles qui ne sont pas encore de la famille des écologistes pour leur dire « venez nous rejoindre, non seulement nous avons les bonnes idées, non seulement nous sommes ceux qui proposons une véritable alternative pour demain, mais nous sommes aussi ceux qui pouvons réellement exercer des responsabilités et changer à la fois votre quotidien ici et la manière dont va le monde. » Alors, pensez à cela, donnez-nous des raisons de vous choisir en nous expliquant comment vous allez convaincre le plus grand nombre, car il y a encore des gens à convaincre que l'écologie politique, c'est l'avenir et qu'ils peuvent nous faire confiance. C'est Stéphane Lhomme qui a la parole le premier pour 7 minutes. Merci Philippe. Alors,
comme l'a justement dit Henri Stoll dans les précédents débats, cette primaire ressemblait au départ à une sorte de concours de beauté. Et heureusement, je pense qu'on a réussi à amener les questions sur le terrain politique. Je l'ai fait la dernière fois à Paris et je vais continuer. C'est très important de poser les questions qui se posent devant nous. Alors, moi, on me dit souvent, c'est vrai, Stéphane, tu as raison sur ce que tu dis dans cette primaire, mais qu'est-ce que tu veux? Écoute, il y a les sondages. Et donc, il paraît que ça emporte tout. Il faudrait presque se retirer parce qu'il y a les sondages. Alors déjà, l'argument n'est pas pertinent parce que ce n'est pas aux sondeurs de choisir notre candidat. Et puis, après tout, je me suis dit, regardons ce qui se passe. Il y avait un grand sondage dimanche dernier là, dans le journal du dimanche, justement. Et donc, on nous mettait Borloo à 7%, Mélenchon à 7%, j'y reviendrai sur la question de la gauche, Bayrou à 6%, Bayrou qui n'a pas encore bougé le petit doigt dans cette élection, on ne l'entend pas, il se réserve, qui peut compter aussi sur des écologistes fort honorables, à mon avis, comme Yann Verling, ancien secrétaire général des Verts. Donc voilà. Et puis alors, pour nous les écologistes, c'est simple parce qu'il n'y a plus qu'un candidat qui est testé pratiquement, donc c'est Nicolas. Même Eva maintenant n'est plus dans les sondages. Donc notre candidat testé, il est annoncé à 6. Et donc on nous dit qu'il faudrait pratiquement faire allégeance, se retirer. Et on nous annonce des scores absolument extraordinaires qui seraient basés sur des succès vers le centre, vers la droite, que moi je considère hypothétiques sur un terrain où on aura justement Borloo, Bayrou et d'autres. Et bien moi je voudrais vous parler de l'espace à gauche. À gauche, il faut regarder ce qui se passe. Besancenot n'y va pas. C'est tout à son honneur. Il a dit qu'il ne voulait pas être le Arlette Laguillet du NPA, le type qu'on sort tous les 5 ans pour faire son petit tour présidentiel, même s'il le fait bien. Et du coup, le NPA, soit va y aller avec quelqu'un qui partira de zéro, soit n'ira pas. Espace à gauche, important. On a aussi le front de gauche. Le front de gauche, donc avec Mélenchon, qui est annoncé à 7% dans ce fameux sondage. Le front de gauche, c'est un attelage un peu curieux entre un parti de gauche qui, ma foi, qui est très jeune, mais qui a pris des positions très intéressantes, y compris sur le plan écologique, avec aussi la sortie du nucléaire. Et puis le Parti communiste français, qui n'a pas bougé d'un iota, qui reste productiviste, pro-nucléaire. Et moi, je sais, parce que je suis implanté à gauche, parce que j'ai des relais, je sais que ça se passe mal. Alors pas au niveau des chefs, ils arriveront toujours à s'entendre, à trouver des solutions, à s'arranger. Mais sur le terrain, ça se passe très mal. Ça se passe très mal entre les uns et les autres. Et il y a de quoi, effectivement, ne serait-ce qu'avec la question du nucléaire. Donc finalement, on va partir sur cette élection présidentielle avec un véritable espace à gauche qui nous tend les bras. Et je ne voudrais pas dire une opportunité, parce que ça serait opportuniste. Je voudrais dire qu'on a une responsabilité fondamentale, qui est justement, du fait de ce scénario un peu surprenant, l'absence de Besancenot et autres, eh bien, la responsabilité de rassembler les écologistes, la gauche de la gauche, les altermondialistes, les syndicalistes, etc. Et tout ça, ça fait beaucoup de monde, et beaucoup de monde qui partagent très largement les valeurs que nous pouvons mettre en avant si nous les mettons en avant. Alors, moi, je voudrais quand même revenir un petit peu aussi sur ce qui s'est dit à Paris. Alors, Nicolas, on a parlé de poésie tout à l'heure, donc il a été applaudi quand il a dit qu'il fallait être radical en humanité, où il a dit « nous pouvons écrire ensemble la grande histoire de l'humanité ». Bon, alors, je veux bien, hein, mais je pense qu'il faut aussi se pencher sur des déclarations beaucoup plus politiques de Nicolas, qui nous a dit « il ne faut pas opposer le public et le privé, il ne faut pas opposer les riches et les pauvres ». Eh bien, je ne pense pas du tout la même chose. Moi, je pense qu'à une époque où on a un gouvernement qui détruit les services publics, qui privatise les bénéfices et qui nationalise les dettes et les coûts, eh bien, le privé et le public, ce n'est pas la même chose. Le privé, il est là pour gagner de l'argent. Le public, il est là pour être, le service public, il est là pour être au service du public, comme le dit bien son nom, et pour protéger en particulier les plus faibles, les pauvres, les gens qui ont besoin de solidarité.
Donc moi, je dis oui, oui, bien sûr, on doit opposer le public et le privé. Ce n'est pas la même chose du tout. Et beaucoup plus encore, je dirais, on ne doit pas dire qu'il n'y a pas d'opposition entre les riches et les pauvres, au moment où la précarité continue à gagner du terrain. Alors qu'après la crise, on revoit les mêmes choses qu'avant, les stock options, les parachutes dorés, des revenus absolument gigantesques. Bien sûr qu'il y a opposition entre les riches et les pauvres, et ce sont les riches qui tapent sur les pauvres. Eh bien, nous ne pouvons pas porter le message qu'il n'y a pas d'opposition entre les riches et les pauvres. Oui, effectivement. Et je reviendrai d'ailleurs plus tard, certainement, dans le débat sur la taxe carbone, qui, à mon avis, est une grave erreur qui, si elle était mise en place, ne ferait pas qu'avantager le nucléaire, mais aussi frapperait de plein fouet les ménages les plus modestes, qui n'ont pas beaucoup d'autres solutions, la plupart du temps, que d'utiliser leur voiture pour aller travailler. Donc ça, c'est l'écologie punitive. Une minute, Stéphane. J'ai entendu aussi dire, Nicolas, je veux apaiser le pays. Eh bien moi non, je ne pense pas. Moi je pense que le pays doit se réveiller, le pays doit s'indigner. On voit ce qui se passe dans d'autres pays, dans d'autres continents. Oui, le pays, oui, nous devons participer à un mouvement qui renversera l'ordre établi. Oui, bien sûr, il y aura une opposition entre les riches et les pauvres. Oui, il faudra prendre l'argent où il est, en particulier dans les multinationales, dans les banques, chez les pétroliers, pour financer la reconversion écologique, pour financer les programmes sociaux, pour réhabiliter les services publics. Oui, moi je le dis, ce n'est pas un programme libéral qui nous convient, c'est un vrai programme ambitieux, à gauche, progressiste, écologiste, et dans cette primaire, moi je pense qu'on est face à un choix de société, on est face à des propositions bien différentes. Certaines, je les rejette, clairement, et je vous propose avec moi, parce que moi je peux faire le pont entre les écologistes, la gauche de la gauche, les altermondialistes, parce que je suis connu sur tous ces terrains, eh bien je vous propose d'être votre candidat pour mener cette politique et cette candidature résolument écologiste et à gauche. Merci. Merci Stéphane. Merci d'avoir respecté le temps également, à quelques secondes près. Et la parole est maintenant à Henri Stoll. Henri, pour 7 minutes également. Oui, merci Philippe. Tu disais tout à l'heure qu'on allait essayer de discuter d'écologie, de programme, qu'on allait devoir convaincre les Français. Non, ce soir, ce n'est pas l'objet. Ce soir, mon objet, c'est de convaincre ceux qui vont voter, les 32 892 ou 32 900 personnes qui font partie de corps électoral pour ce premier tour, notre premier tour, que le meilleur candidat, c'est Henri Stoll. Voilà pourquoi je suis là. Mais le meilleur candidat pour convaincre les Français. Ensuite, mais d'abord que le meilleur, c'est moi pour porter le message écolo. J'essaie de ne pas me tromper d'élection. La suivante, lorsque je serai premier, je ferai cet exercice par la suite. Alors, qui suis-je? Je crois que j'ai un sérieux déficit d'image. Pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Les médias ne me courent pas après. Nicolas, il est toujours sur des photos. Eva aussi. Quand on est les 4 devant, pouf, le lendemain, les internautes me disent « Henri Stoll, j'ai vachement apprécié ce que tu as dit, mais dans le journal, le lendemain, il y en avait 2. Et les 2 autres, on ne les a même pas vus, à croire qu'on a coupé les photos. » Alors, je veux juste expliquer un peu à ces 32 000 électeurs qui je suis. Et pour cela, je vais utiliser un petit édito que j'ai écrit dans ma commune dont je suis maire depuis 17 ans, et de temps en temps, je commets un petit édito. Alors, cet édito de juillet 2010, comme ça vous saurez à peu près à qui vous avez affaire. C'était après la Coupe du Monde de foot, vous savez, au moment où ces nuls se sont mis en grève. Moi, je n'avais pas du tout apprécié, et ça a commencé un peu comme ça. La Coupe du Monde de football vient de prendre fin. Tous les 4 ans, on prépare progressivement nos cerveaux. Ça va être super. Et pendant ce temps, les magouilles continuent. On connaît le résultat. Honte à ceux qui gagnent en un mois plus que la majorité des Français gagnent en toute une vie de travail. Le monde entier s'est moqué de nous, car déjà la qualification avait été volée sur un but de la main, et ensuite les tricheurs se sont mis en grève. C'est un comble. Quel bel exemple pour notre jeunesse, puisque ces gens-là n'ont respecté ni leur entraîneur,
ni leurs supporters. Et moi, personnellement, je ne le supporte pas. Et cerise sur le gâteau, c'est toujours ce que j'écris, alors que plusieurs millions de personnes manifestaient dans la rue contre le projet de réforme des retraites, j'en faisais partie, notre président recevait en tête-à-tête le Thierry Henry, celui qui avait volontairement ramené le ballon de la main, le roi des tricheurs. Je pense que c'est vraiment là le rôle d'un président de la République, s'occuper de l'équipe de France de foot plutôt que de s'occuper de l'avenir de ceux qui souffrent dans ce pays. Quel manque de respect pour ceux qui se lèvent tôt. En fait, les joueurs n'ont eu qu'à copier le manque de respect dont fait preuve une bonne partie des membres du gouvernement. Nos dirigeants demandent à chaque Français de se serrer la ceinture pour combler le colossal déficit de l'État, creusé par leurs calamiteuses décisions de gestion. Pas une entreprise gérée de la sorte, pas une municipalité dirigée avec un tel amateurisme ne survivrait. Les dirigeants ou les maires seraient immédiatement remplacés, mais nos gouvernants continuent d'essayer de nous faire croire qu'ils sont bons. Si encore ils étaient irréprochables, à côté de leur incompétence. Mais non, alors qu'on nous demande de faire des efforts, on nous dévoile tout un tas de petites histoires sordides de ministres qui vivent sur la bête. Estrosi et ses 3 maisons, Ramayad et son 5 étoiles, Boutin et sa mission à 9 500 € par mois, Fadela Amara et son appartement prêté à la famille, Joyandé et son permis de construire illégal, Blanc et ses 12 000 € de cigares, payés par les contribuables. Bonjour le respect. Et j'écris, j'ai envie de vomir. Tous ces gens ont craché sur la période Mitterrand avec raison quand la tricherie était avérée et font de même avec une seule différence, c'est qu'ils ne se cachent plus, tellement cela leur paraît normal et tellement ils se croient au-dessus des lois. Ces mêmes lois qu'ils imposent avec fermeté à tous les autres Français. Et quand les scandales éclatent, ils hurlent d'une seule voix, en meute, qu'il faudrait interdire à la presse de faire son travail d'investigation. Ce qui est grave, ce n'est pas de plonger la main dans le sac, mais c'est de dénoncer les faits. En fait, les grands coupables, ce sont les journalistes, n'est-ce pas? Et on fait ensuite semblant de s'étonner que tout un tas de citoyens normaux s'abstiennent de se déplacer lors des diverses élections. C'est en fait le dégoût que nous inspirent ces comportements qui nous poussent à ne plus croire en rien ni en personne. Et j'écris qu'il faudrait une loi qui punirait d'inéligibilité à vie tout politique qui aurait triché. Mais là encore, on peut toujours rêver, car les lois, ce sont eux et leurs amis qui les font. Oui, je fais de la politique depuis 35 ans et je suis fier, très 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 fier de ce que je fais. J'essaie d'éviter ce monde de faux cul. J'ose espérer, et je m'adresse à mes Kaisersbergeois, que vous avez encore confiance en moi. Le respect, c'est cela, servir et non se servir. Voilà le genre d'individu à qui vous avez affaire. C'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas une langue de bois, qui, lorsque quelque chose le choque, le dit et le crie haut et fort, quitte à se faire mal voir et mal aider de ceux qui ont le pouvoir. Alors, j'ai un seul objectif. Ce soir, bien sûr, vous montrer que je suis le meilleur, mais autrement, sauver la planète, tout simplement. Une seule ambition. Alors, des menteurs, il y en a partout. Je note ici un monsieur Chirac, Jacques de prénom. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre. L'humanité souffre. Elle souffre de mal-développement au nord comme au sud et nous sommes indifférents. La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables. Merci, monsieur Chirac, c'était en 2002. On a vu ce qu'il a fait. Des mots et encore des mots. Mais les derniers mots, M-A-U-X. Puis, un monsieur Sarkozy, oui, un petit président, il ne restera pas dans l'histoire. Notre modèle de croissance est condamné. Pire encore, le maintien de la paix dans le monde est condamné si nous ne faisons rien. Qu'a fait M. Sarkozy depuis maintenant bientôt 5 ans? Strictement rien. Alors, il y a ceux qui causent et il y a ceux qui font. Je suis un élu de base qui applique la pensée politique des écolos depuis maintenant 17 années. Du local au global, je suis le seul candidat à pouvoir le faire concrètement, car je suis déjà élu et réélu.
Merci. Merci Henri, vous êtes très discipliné sur le plan de l'horaire. Donc c'est à Eva Joly maintenant, également pour 7 minutes. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais vous dire en introduction 3 choses. La première, c'est ma conception de l'écologie. On m'a accusé de porter une écologie punitive. Je sais bien que mon air sévère et mon accent et tout ça fait que ça peut paraître dur, mais il ne faut pas oublier que l'habit ne fait pas le moine. Je suis une femme combative, je ne suis pas une femme sectaire, je suis une femme déterminée, pas une femme bornée. Mais ce soir, je suis avant toute chose une femme étonnée. Étonnée que Nicolas ait utilisé contre moi les arguments que nos adversaires ont toujours utilisés contre nous. De tout temps, on a fait passer les écolos pour des gêneurs, des ayatollahs, des archaïques. Mais c'est la première fois que j'entends un écologiste utiliser les armes de ceux qui veulent une écologie à genoux, ceux qui veulent une écologie soumise, ceux qui veulent une écologie aux ordres des lobbies. J'ai dit que Nicolas était trop consensuel. Je l'assume. Je pense qu'il est parfois un peu naïf. C'est un débat. Mais demain, je pourrais soutenir un écologiste trop consensuel ou trop naïf. Par contre, Nicolas, la caricature que tu fais de mes idées ne donnera à personne envie de voter pour moi. Et je pense que tu n'as pas compris l'essence des années de lutte que j'ai passées à affronter les intérêts privés des multinationales. L'écologie est incompatible avec la société d'impunité qui est la nôtre. Le problème de notre pays, ce n'est pas la punition, c'est l'impunité. C'est cette impunité qui a fait grossir les rangs des dégoûtés de la politique. C'est cette impunité qui ouvre un boulevard à Marine Le Pen, qui a profité de la corruption d'un élu que la gauche a trop tardé à lâcher pour venir répandre son venin de haine dans les bassins miniers. L'impunité, c'est ce qui vient de refuser les électeurs italiens en refusant l'immunité de Silvio Berlusconi. Il y aurait toujours des gens pour refuser la punition. Moi, ce que je refuse et ce que nous devons refuser ensemble, c'est la compromission. La compromission, c'est l'attitude de M. Borloo qui a signé les autorisations d'extraction de gaz de schiste. Et nous apprenons, comme par hasard, que le directeur de campagne pressenti n'est un autre que celui qui défend la société Toreador devant les tribunaux. Et comme chacun sait, la société Toreador est dirigée par le frère de Patrick Balkany, l'ami de Nicolas Sarkozy. Ça mérite peut-être pas une punition, mais ça mérite notre indignation. C'est très différent de dire « Je vais m'adresser à tous les électeurs, sans distinction ni discrimination, et de dire « J'ai envisagé un ticket présidentiel avec un ancien ministre de Sarkozy. » Ce qui m'a gênée dans tout ceci, c'est que Nicolas a décerné un brevet de respectabilité écologiste à M. Borloo. Il fait du greenwashing. Les écologistes ont déjà dû avaler beaucoup de colèvres, mais cette fois, c'est une colèvre qui essaie de nous avaler. Je ne veux pas que l'écologie soit centriste, je veux qu'elle soit centrale. Je ne veux pas que l'écologiste rejoigne les centristes, je veux que les électeurs centristes deviennent des électeurs écologistes. Notre travail, ce n'est pas de participer à la reconstruction du centre. Si j'avais voulu faire ça, j'aurais pu aller au MoDem, on me l'a proposé. Mais j'ai choisi de reconstruire l'écologie
en travaillant à un grand rassemblement. Et c'est ce que je veux continuer dans cette campagne présidentielle. La condition du rassemblement, c'est de savoir distinguer nos partenaires et nos adversaires. Le rassemblement, c'est surtout s'adresser aux électeurs plus qu'aux appareils. J'arrive à la troisième chose que je voulais dire en introduction. Comment devons-nous faire campagne? Je souhaite du fond du cœur que nous puissions rassembler le maximum d'électeurs, des écologistes convaincus, des socialistes qui veulent une vraie gauche, des électeurs centristes en quête de renouveau éthique et démocratique, et aussi tous les déçus du sarkozysme, ceux qu'on a trompés, ceux qui ont cru au discours dur de la France qui s'élève tôt, et en particulier pour eux, nous ne devons pas mentir, même de bonne foi, et promettre ce que nous ne pouvons pas faire. Dans cette campagne, nous avons un devoir de sincérité. Nous devons être le plus honnêtes possible sur la politique que nous comptons mener. Dire maintenant ce que nous ferons demain. L'idée que je voudrais combattre, c'est celle selon laquelle la transformation écologique de notre société sera indolore. Je ne le crois pas. Pour construire une campagne de pédagogie, nous devons nous tenir éloignés de la démagogie. Quand on propose une politique, si on veut être digne de la confiance de nos électeurs, il faut dire quel blocage il faudra dépasser et quelle force il faudra combattre. Il faut dire aussi combien ça coûtera et qui va payer. Moi, je ne veux pas continuer à creuser la dette que nous laisserons à nos enfants. C'est aussi un respect des générations futures de ne pas plomber leur avenir. Donc, je ne crois pas qu'il soit possible de mener la réforme de l'écologie politique sans augmenter les impôts. Cette question, nous l'avons abordée lors de notre dernier débat et elle est essentielle. Nous devons réparer les dégâts causés par la droite au service public, à l'école. À l'école, seul, il y a 62 000 emplois. Nous ne pourrons pas, par un coup de baguette magique et sans moyens, remplacer ces personnes. Donc, il va falloir augmenter les impôts, même si cela fait grincer les dents. Donc, les politiques doivent prendre leurs responsabilités. C'est une question éthique. Et je ferai campagne autour de la responsabilité, intégrité, combativité. Voilà le devoir de sincérité qui doit nous engager devant les Français. Voilà le chemin que je propose aux écologistes. Voilà la méthode qui sera la mienne pour construire un score à 2 chiffres qui soit basé ni sur des illusions, ni sur des confusions, et au final, ni sur des déceptions. Merci. 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 La parole est donc maintenant pour 7 minutes à Nicolas Hulot. Bon, j'avais préparé une introduction, mais les propos d'Eva m'obligent quand même à un moment ou à un autre à sortir de ma réserve. Avant de me présenter, avant de déclarer ma candidature, Eva et moi, nous avons à 2 reprises dîné ensemble. Il faut aussi un moment que les mots, les engagements, et les signatures aient un sens, que les engagements entre les candidats aient un sens, si on veut que nos engagements vis-à-vis des Français et des Françaises aient un sens. Et moi, je dois reconnaître que là, je suis pris au dépourvu parce que Eva me place dans la bouche des propos que je n'ai jamais tenus, et à aucun moment, dans la campagne pour la primaire, ni moi, ni mon équipe, n'avons eu le moindre propos déplacé ou ambigu sur Eva ou sur sa campagne, ce qui n'a pas été la réciprocité. Et je tiens à le dire ici. L'écologie de combat, Eva, ça n'est pas l'écologie des coups bas. Oh oui, la formule est probablement pas très heureuse, je vous l'accorde. Mais depuis maintenant 2 mois,
Et encore ce matin, dans le Canard enchaîné, où on nous accuse de bourrer les urnes, avant même que le vote n'ait été établi. Je veux dire que je veux bien tout entendre, tout accepter, parce que j'ai une conscience aiguë que ces échanges sont dévastateurs pour l'écologie. Je me suis plié à une discipline et j'ai demandé à ma propre équipe de ne jamais souscrire à la facilité des mots. Mais quand j'écoute pendant 5 minutes Eva me mettre dans ma bouche des propos que je n'ai pas tenus, compte tenu du respect que je porte au parcours d'Eva Joly, c'est vrai que j'ai du mal à garder ma sérénité. Je referme la parenthèse. Pardon pour cette introduction qui n'était pas celle que j'avais prévue. D'autant que j'avais prévu de faire un petit retour historique qui nous ramenait en 1944, lorsque, sitôt la guerre terminée et encore juste après le débarquement, à Philadelphie, la communauté internationale s'est réunie pour construire l'Organisation internationale du travail et il était alors entendu que ce que l'on appelle aujourd'hui l'OIT mettait l'économie et la finance au service de la dignité humaine et de la justice sociale. Eh bien, je voudrais dire d'emblée ici que le programme que nous allons défendre ensemble, la pierre angulaire de ce programme, c'est bien la justice sociale. Alors, quand je me suis déclaré à Sevran, quand nous avons ouvert ces débats à Toulouse, j'ai immédiatement acté qu'il fallait maintenant engager une politique de rupture radicale. J'entends bien, et en cela je suis d'accord avec vous, le temps d'adapter le système à ses effets nocifs est révolu. Nous devons maintenant changer le système. Et c'est bien d'ailleurs le sens de cette campagne présidentielle des écologistes. Parce que ce qui fait sens, ce qui nous singularise, et notamment de nos partenaires, le Parti socialiste, qui dans cette campagne osera parler des changements climatiques? Qui dans cette campagne osera parler d'une politique énergétique radicalement différente et socialement acceptable? Qui osera remettre en cause le modèle agricole? Qui osera parler d'une refonte complète de la fiscalité et pas simplement avec la taxe carbone? Qui portera ces sujets qui sont fondamentaux parce que nous sommes les seuls à penser que l'enjeu écologique n'est pas une option, mais qu'il conditionne la justice sociale. Et si l'on veut peser demain sur les politiques publiques, imprimer ce changement, cette mutation, cette métamorphose, eh bien, il va falloir indexer à nos partenaires nos valeurs, notre vision, nos propositions, les contraindre à travailler sur nos sujets pour les convaincre. Et il ne faut pas se tromper d'étape. Le combat pied à pied que nous aurons en identifiant effectivement ceux qui sont responsables et ceux qui profitent de ce système qui sécrète les inégalités et qui sécrète la rareté. Il viendra lorsque nous aurons participé à construire une nouvelle majorité. Mais pour construire cette nouvelle majorité, que faut-il? Rester entre nous et se dire combien nous sommes intelligents, parce qu'effectivement, depuis des années, les Verts disent la vérité et que nous sommes juste aujourd'hui, enfin, reconnus et recevables. Mais non, ce qu'il va falloir faire dans cette étape de la campagne présidentielle, au lendemain de la désignation du candidat ou de la candidate, c'est effectivement s'adresser à toutes les sensibilités, aux chômeurs, aux abstentionnistes, à ceux qui pensent que l'écologie, oui, c'est important, mais ça n'est peut-être pas essentiel. C'est à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent avec sympathie, mais encore avec scepticisme. Et pour ce faire, est-ce que je vais continuer à creuser des fossés pour que nous restions dans un camp retranché, ou est-ce que je vais faire comme je l'ai fait depuis 20 ans, jeter des passerelles? Dès lors que nous soyons décomplexés parce que nous avons confiance dans notre projet et qu'on n'a pas l'intention de l'amputer, de renier nos valeurs, pas du tout. Nous avons la seule vision moderne de l'avenir,
parce que nous ne fuyons pas les nouveaux paramètres, les nouvelles contraintes. Au contraire, notre ressort à nous, les écologistes, c'est la volonté, c'est la créativité, c'est le changement. Et je porterai cette radicalité. Mais pour ça, il faut que l'on pèse lourd. Et que, effectivement, avec nos partenaires, et notamment le Parti socialiste, on les oblige à revisiter nos certitudes. Et je porterai ce projet ancré sur les valeurs qui nous sont chères. Merci aux candidats, à la candidate. Un mot peut-être à la salle. Simplement rappeler que les écologistes, nous le savons tous, ne sont ni des naïfs ni des anges, ce sont des êtres de chair et de sang qui peuvent aussi être blessés et qu'il peut exister dans ces moments difficiles que nous vivons, mais exaltants aussi, des tensions entre les personnes. Je voudrais que ces tensions puissent retomber et qu'on puisse parler des objets et non pas simplement des tensions et de ce qui nous sépare. Et pour cela, je demanderai à la salle, si vous voulez bien, pendant le débat de politique qui va avoir lieu, de ne pas interrompre ni par des applaudissements ni par des huées, de telle manière à permettre à la fois à nos candidats et à nos journalistes qui vont me rejoindre d'avoir un débat sur le fond, serein, où nous parlons clairement des objets qui vont nous occuper ce soir. Merci à vous donc de respecter cette discipline et je suis heureux d'appeler et d'accueillir Stéphane Aliège, journaliste à Mediapart, et Sébastien Leroy, journaliste à Nord-Éclair. Vous pouvez les applaudir, eux, puisqu'ils arrivent pour animer ce débat. Je vous rappelle la règle du jeu rapidement. Stéphane et Sébastien vont interroger nos candidats sur les 4 thèmes que j'ai indiqués tout à l'heure. Au total, nos candidats disposent chacun de 13 minutes. Stéphane et Sébastien auront donc à regarder aussi, à équilibrer les temps de parole. De mon côté, et de temps en temps, en fonction de ce qui arrive à la fois par texto et par Internet, je soumettrai peut-être quelques rapides questions susceptibles de relancer ici ou là le débat que vous allez conduire. C'est à vous. Merci Philippe. Bonjour. Alors on va essayer de, donc, comme vient de le dire Philippe, de faire en sorte que cette primaire ne ressemble pas tout à fait à une primaire socialiste et donc d'aborder quelques sujets de fond, à commencer par la sécurité, ce qui veut dire qu'on va essayer d'éviter aussi les bisbilles. Nous allons donc aborder la question de la sécurité et je laisse passer je passe la parole à Sébastien. Oui, alors bonsoir. La première question sur la sécurité, c'est dans un contexte où la droite notamment taxe beaucoup la gauche d'angélisme dans ce domaine. À quoi ça ressemblerait un ministre de l'Intérieur écologiste, selon vous ? Et pour quelle politique ? Est-ce que c'est un ministre qui demande à augmenter le budget de l'Intérieur, qui demande l'augmentation du nombre de policiers ? Je pose la question d'abord à Eva Joly. Je pense qu'un ministre d'Intérieur écologiste, il sortira du tout répressif. C'est quelqu'un qui ne croit pas que les solutions, c'est de plus en plus de sévérité, ce que nous avons vu ces 10 dernières années. C'est aussi un ministre qui aurait le souci d'avoir une police de proximité, d'instaurer de nouveau les dialogues dans le quartier. C'est un ministre qui s'occuperait et de la santé et du bien-être des policiers comme des habitants du quartier, en essayant de mettre fin au cercle vicieux qu'on voit à Vaux-en-Velin ou qu'on voit dans toutes les banlieues, les contrôles au faciès, en introduisant un système qui permet de le réguler et peut-être en organisant des rencontres aussi localement. Je pense que les questions de sécurité dans notre pays ont été très mal traitées et qu'il conviendrait aussi d'organiser
une forme de Grenelle de la sécurité où tout le monde puisse s'exprimer, parce que la situation aujourd'hui est aussi celle que les policiers sont très malheureux d'exercer leur métier. Vous savez qu'il y a beaucoup de suicides aussi dans cette profession-là. Donc je pense qu'on peut vraiment améliorer le fonctionnement. Et je pense qu'il faut aussi remettre des policiers dans les quartiers. Il faut une justice entre les territoires. Il faut vérifier qu'on n'a pas enlevé plus de policiers à Villiers-le-Bel qu'à Neuilly. Rechtol. La sécurité, moi j'aimerais bien savoir de quelle sécurité on parle d'abord. On parle bien sûr toujours de la sécurité mode Sarkozy, répression, le tout répressif. Est-ce qu'on pourrait parler aussi un peu de la sécurité au travail, de la sécurité de l'environnement, de la sécurité financière de celles qui n'arrivent plus à faire bouffer leurs gosses, de ce type de sécurité, bien sûr sécurité des personnes. Eva disait police de proximité, je pense qu'il la faut, cette police de proximité. Il faut remettre des policiers dans les quartiers, il faut qu'ils aillent discuter, il faut qu'ils aillent dialoguer, mais il faut aussi supprimer toutes les lois liberticides, Hadopi, compagnie. Mais moi, je suis maire d'une commune, et dans ma commune, je suis responsable aujourd'hui de la sécurité. Je suis officier de police, et je suis très, très, très dur avec les petits cons. Nicolas Hulot, où est-ce qu'on place le curseur entre prévention, répression? Je pense qu'il en est de la sécurité comme de l'éducation, de la santé. Je pense que la réponse des écologistes, ça ne sera pas l'austérité. 10 000 postes de moins chaque année, je pense qu'on ne va pas amplifier cette logique-là. Il y a deux choses. Il y a l'aspect de sécurité qui n'est pas un sentiment, l'insécurité. C'est une réalité pour beaucoup de nos concitoyennes et de nos concitoyens, bien entendu. Mais je pense qu'il y a une expression qu'on peut réhabiliter, c'est l'expression gardien de la paix. Eva, Henri parlait de la police de proximité. Il y a un moment où il faut du maintien de l'ordre, probablement, certainement, mais il y a aussi un moment où il faut que les policiers et les policières puissent s'installer dans les quartiers, dans les régions dans lesquelles ils travaillent, établissent des vraies relations avec les populations et ne soient pas simplement des policiers qui arrivent de l'extérieur au moment de crise. Et ça me semble excessivement important. C'est vrai que, pour reprendre l'exemple évoqué à propos du cannabis, quand on voit que certains jeunes se font contrôler 3 ou 4 fois dans la journée parce qu'ils sont en train de fumer un joint, on voit déjà le type de relation qui s'installe entre la police et les jeunes. Je pense que, me semble-t-il, les policiers ont probablement mieux à faire que de s'occuper de cela. Ça permettrait aussi là d'apaiser un peu les tensions. Mais au-delà de cela, au-delà du fait effectivement qu'il ne faut pas moins de policiers, mais qu'il en faut plus, mais avec des fonctions bien redéfinies. On n'envoie pas pour du maintien de l'ordre des policiers avec des flashballs ou avec des tasers. Je pense aussi qu'il faut remettre les choses à leur juste proportion. Dans mon esprit, moi, un taser, c'était une arme qu'on utilisait à des moments très précis pour éviter de tuer quelqu'un. Et là, me semble-t-il, on a dévoyé cette utilisation. Puis, un mot quand même sur la justice, mais ça n'est qu'un mot parce que, évidemment, ce sont des sujets très importants. Mais je trouve qu'à l'aube du XXIe siècle, que la réponse parfois un peu automatique au délit, au crime, et encore je différencie le délit du crime, soit l'enfermement, dont on sait que ça produit de la récidive, de la révolte. Je pense qu'il y a un déficit, me semble-t-il, d'imagination de notre société, et que ça, c'est un vrai sujet de réflexion. On va y revenir, mais je donne d'abord la parole à Stéphane Lhomme. Une fois de plus, difficile de passer en quatrième. Beaucoup de choses ont été dites. Alors non, il ne s'agit pas de recharger les tasers avec de l'électricité renouvelable. Il s'agit de supprimer les tasers, les flashballs, effectivement, de revenir complètement en arrière sur ces politiques de violence qui sont délibérément mises en œuvre. Monsieur Sarkozy, plus il y a d'insécurité, de problèmes, parce que ce mot d'insécurité, il faut le rejeter, plus il est content, plus il en génère. C'est pour ça qu'il a supprimé la police de proximité, spécifiquement, délibérément, pour qu'il y ait plus de problèmes, plus d'incidents, pour qu'il puisse après envoyer des compagnies de CRS et passer à la télé en disant « Regardez,
je m'attaque aux voyous. Les voyous, ce sont nos compatriotes, nos voisins, nos enfants, et ce ne sont pas des voyous. Donc la première insécurité à combattre, c'est l'insécurité sociale. Alors pas d'angélisme, d'accord, mais c'est quand même l'insécurité sociale qui génère la plupart des problèmes. Donc c'est bien cette politique globalement qu'il faut complètement remettre en cause, et beaucoup de choses ont été dites, je m'arrête là. Des policiers ou pas de policiers Oui, des policiers au service de la population qui seront là aussi pour aider les personnes âgées à traverser la rue, pour protéger les enfants, ainsi de suite. Pas l'image du policier qui est là pour taper sur tout le monde, bien sûr. Nicolas Hulot évoquait la politique pénitentiaire. Actuellement, il y a une surpopulation d'environ, estimée à peu près à 10 000 prisonniers par rapport aux capacités des prisons françaises. En 86, le syndicat de la magistrature avait encore dans ses objectifs l'abolition des prisons. Je vais relancer Stéphane Lhomme pour pas qu'il ne se plaigne d'être interviewé en dernier. Quelle est pour vous la bonne logique, la bonne appréhension du phénomène pénitentiaire et du phénomène carcéral aujourd'hui? Là aussi, alors, à nouveau, pas d'angélisme. Peut-être qu'à un moment donné, il faut priver des personnes de liberté pour pas qu'elles nuisent trop aux autres habitants de notre société. D'accord. Mais là, on est sur un processus d'enfermement délibéré, volontaire de gens, de plus en plus de gens. La population carcérale est en augmentation continuelle. C'est un moyen c'est un moyen antisocial de casser les couches populaires, d'arrêter de plus en plus de gens de ces couches-là, bien entendu. Donc c'est complètement à remettre en cause. Et aussi, je voudrais parler de ce qui se passe dans ces prisons où finalement les gens qui sont là, peut-être pour avoir commis des fautes, pour certains bien sûr, c'est pas une raison pour qu'ils soient rackettés. On peut le dire, pour avoir accès à la télévision, à du papier toilette, à des choses comme ça. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour que les gens qui sont emprisonnés aient une vie digne. Voilà, déjà. Mais sur la surpopulation, comment on règle le problème? Comment on règle très concrètement? Puisque je pense que ça serait une priorité pour un ministre. On règle facilement le problème de la surpopulation carcérale en remettant en cause cette volonté délibérée d'arrêter de plus en plus de gens. Il y a plein de gens qui sont en prison qui ne doivent pas y être, c'est évident. Eva Joly. Alors, il y a une surpopulation dans nos prisons, c'est-à-dire qu'il y a un record historique aujourd'hui, il y a 64 000 détenus, mais c'est surtout l'état de nos prisons qui est absolument déplorable. C'est des endroits de non-droit parce qu'il y a jusqu'à 3 personnes dans une cellule qui est faite pour une personne, et dans beaucoup de ces maisons d'arrêt, il n'y a absolument pas de vie privée possible. Il n'y a pas de toilette, par exemple. C'est juste un trou dans un coin et souvent, il n'y a même pas de rideau pour séparer le regard des autres avec qui on vit. J'ai visité les Baumettes et c'est quelque chose d'incroyable et d'incompréhensible pour moi que cela puisse exister en 2011. Et il y a vraiment des miasmes. On voit les égouts qui coulent près des centres de soins. On voit des fils électriques qui pendent sur le mur. Et on voit des détenus qui n'ont pas de tabouret. Ils sont 3, ils n'ont pas de tabouret, ils doivent être assis sur le lit. C'est-à-dire les conditions de vie sont absolument inacceptables. Alors, la France a lancé des grands programmes de rénover les prisons. Et il y en a une à Lyon qui s'appelle Corba. Et ça, c'est un autre cauchemar. C'est-à-dire c'est des centrales très grandes, avec une forme d'inhumanité parce qu'on y a supprimé beaucoup de gardiens. Et la communication se passe dans cette prison par Internet ou par téléphone. Et il y a beaucoup moins de contact entre les surveillants et les prisonniers. Là, ils ont un espace à eux, mais il devient fou parce qu'il n'y a plus le rapport humain. Et ça, c'est encore un contrat public-privé. On est coincé avec ça pour très longtemps. Donc, toute la condition pénitentiaire est à revoir. Il faut savoir que la France se situe en moyenne gamme, c'est-à-dire que ce n'est pas ce qui est de pire. C'est bien pire aux États-Unis. Mais il existe vraiment une autre conception de l'enfermement qui est que ça doit être digne et décent et qu'une société se reconnaît à la façon dont elle traite les plus vulnérables et ceux qui ne peuvent plus décider de leur aller-retour, par exemple. Donc,
les prisons dans les pays scandinaves ne ressemblent absolument pas à cela. Donc, si j'étais directeur de la pénitentiaire, ce qui était un de mes rêves autrefois, c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire. Et surtout qu'on n'assure pas la sécurité des prisonniers non plus. Ça, c'est sur la question de l'existant et de l'état actuel des conditions d'incarcération, mais sur la question de la surpopulation carcérale, comment on résout ce problème? Est-ce que ça passe par l'aménagement des peines et étendu à quelle population? Alors, il y a déjà, là, on parle de 64 000 incarcérés. Il y a, je ne me rappelle pas du chiffre, mais il y a énormément de condamnés qui exécutent leur peine avec un bracelet électronique ou d'autres formes de peine. Donc, ces moyens-là sont déjà utilisés. Le problème, là, comme pour toute la justice, c'est un problème de moyens. Les juges d'application des peines croulent sous les dossiers. L'agent de probation ont chacun 300 dossiers. Ils ne peuvent pas suivre les personnes qui sont en liberté, même ceux qui exécutent leur peine. Donc, vous voyez, on retombe sur le problème des moyens. Et moi, je pense que c'est illusoire de penser que nous pourrions nous passer des prisons. Je pense que les prisons font partie de la vie en société, mais notre responsabilité est qu'ils soient décents et qu'on y apprend à vivre en collectivité et qu'on y apprend le respect de soi et des autres. Et ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui en France. Nicolas Hulot. Juste un mot. Ce que j'appelle parfois l'abattage judiciaire, quand on passe en correctionnel et qu'on risque parfois plusieurs années de prison et que la séance dure parfois une demi-heure, je pense aussi que ça met en exergue que chez nous, le budget de la justice, si l'on compare par rapport aux 43 pays de l'OCDE, on arrive en 27e position. Voilà, Eva parlait de l'état des prisons. J'ai eu l'occasion, moi, de rendre visite à un certain nombre de prisonniers. Je peux aussi comprendre que quand on sort de prison, la réadaptation soit difficile. Quand on est comme ça pendant plusieurs années dans une cellule dont on peut toucher les deux murs en écartant les deux bras, voilà. Et puis le manque de formation, le manque de considération, les sorties sèches, on livre les gens comme ça à la liberté du jour au lendemain. Je pense encore une fois que tout ce système est un peu, quand je relis Victor Hugo, je n'ai pas l'impression que les choses ont beaucoup évolué dans ce domaine-là. Mais quelle voilà. innovation, vous parlez d'innovation? Simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que l'automatisme, que la punition ou la sanction soit l'enfermement, je pense qu'il faut plus de discernement et probablement plus de créativité dans des peines alternatives. Monsieur Stoll. Je voulais dire ouf tout à l'heure avant de commencer le débat, parce qu'enfin la glace était un peu brisée, là j'avais beaucoup aimé. Les masques étaient tombés, et puis là on retombe de nouveau dans le petit train-train où chacun va dire la même chose que l'autre. Oui, les prisons, il faut augmenter les moyens, il faut humaniser. Alors moi je peux juste vous livrer ma petite expérience. J'ai enseigné pendant 3 ans dans une prison centrale. Tous mes élèves ou étudiants, je ne sais pas comment on dira, avaient un crime de sang sur les bras. Et je peux vous dire que c'était un endroit où j'ai eu à la fin des difficultés à pénétrer. J'ai essayé de m'extirper de ce milieu parce que je ne supportais plus et tous les soirs, je rentrais chez moi. Imaginez la situation du prisonnier dans sa piole, tu le disais Eva, insalubre. Et je peux vous dire que j'ai vu des choses et vécu des choses qui m'ont bouleversé, profondément bouleversé. L'enfermement, ça décérèbre totalement le prisonnier. Il n'a aucun droit. C'est un lieu de non-droit. Pour aller pisser, il faut qu'il demande l'autorisation. Je ne sais pas si vous imaginez à quel niveau d'enfantilisme ou d'infantilisation on se retrouve dans les prisons. Alors bien sûr, c'est une question de moyens, mais c'est aussi une question de volonté. On veut enfermer. L'enfermement est automatique. Alors, je voudrais faire un petit clin d'œil. À New York, ils ont un système un peu différent. Bon, les prisons sont un peu plus luxueuses, mais, excusez-moi, ça m'a échappé. Mais je crois que franchement, il y a tout le système carcéral à revoir. Une dernière image que j'ai de ces prisons, je sortais, il devait être 4 heures, 5 heures le soir après mes cours, et à côté de moi, il y avait un malabar en costaud. Il avait fait 18 ans de tôle.
18 ans. Et on l'avait largué sur le trottoir. En 18 ans, le trafic automobile avait été multiplié par 4. Le gaillard n'était plus capable de traverser la route qui était en face de la prison. Il tambourinait contre la porte et demandait à rentrer. Imaginez à quel niveau on en est. Comment fait-on pour réinsérer les prisonniers? J'ai modestement essayé de le faire. Au bout de 3 ans, j'ai baissé les bras, j'ai abandonné et je suis lâchement allé travailler dans un établissement d'enseignement classique et normal. On va venir sur la question de la dépénalisation du cannabis. C'est une revendication de longue date des écologistes. Ça ressurgit dans le débat d'actualité en ce moment, et notamment parce que le Parti socialiste et l'ancien ministre de l'Intérieur, M. Vaillant, a préconisé la légalisation contrôlée. Alors moi, j'ai envie de demander à Nicolas Hulot, cette légalisation contrôlée que vous pourriez peut-être ou pas accepter, enfin vous nous expliquerez là-dessus. Concrètement, ça ressemble à quoi? Si par exemple je vais à Kaysersberg, dans la bonne ville de Kaysersberg, chez M. Stoll, où est-ce que je trouve du cannabis? Comment s'organise le marché du cannabis? Vous pourrez répondre après, M. Stoll. Bon. D'abord, je pense que ce qu'il faut acter, c'est que pour l'instant, ça n'a pas marché. Et c'est ce que dit Stéphane Gatignon à Sevran, mais c'est ce que disent d'autres élus, c'est que cette pénalisation du cannabis, elle n'a pas empêché les consommateurs de consommer, et encore moins, évidemment, les trafics d'opérer. Donc à partir du moment où une politique ne marche pas, je pense qu'il n'y a pas de honte à la remettre en cause et à regarder si on peut faire autrement. Si les moyens qu'on met sur la répression, on n'a pas intérêt à les mettre sur l'éducation et sur la prévention. Loin de moi l'idée de vouloir banaliser le fait de consommer du cannabis, autant que chacun sait que cette substance peut être mélangée à d'autres substances qui peuvent avoir des effets très importants sur la santé, et notamment sur la santé mentale. Mais ça ne marche pas. Et puis, encore une fois, ça mobilise les forces de police sur des consommateurs qui risquent virtuellement, ou même parfois pas virtuellement, parce que s'ils sont pris 3 ou 4 fois de suite à fumer un joint, ils peuvent se retrouver en prison. Je pense que tout ça est totalement, me semble-t-il, sans sens, quoi. En tout cas sans efficacité. Maintenant, comment on organise ça? Ben voilà, nous qui allons vous le dire en 10 secondes. Il y a des pays qui ont déjà mis ça en place. Alors on va regarder un peu ce qui se fait ailleurs, mais il faut déjà acter cela. Et puis si on l'acte, ben on va l'organiser tranquillement en s'appuyant sur les professionnels de la santé, bien entendu, sur les psychologues. Et je pense que ça permettra fin, en tout cas, au trafic. Et ça permettra notamment à notre camarade Gatignon de pouvoir souffler un tout petit peu. Voilà. Stéphane Lhomme. Oui, bien sûr. Bien sûr, je suis pour la dépénalisation, et de même, je suis pour les salles de shoot, pour les autres substances, parce qu'effectivement, il vaut mieux que ce soit contrôlé et sous contrôle médical en particulier. Et c'est aussi une façon, évidemment, de s'occuper des gens qui rencontrent ces difficultés, mais aussi de couper l'herbe sous le pied, c'est le cas de le dire, aux trafiquants. Et ce n'était pas un jeu de mots. Donc je pense qu'effectivement, c'est absolument comme ça qu'il faut faire. Et il faut prendre des exemples de ce qui se fait ailleurs, aux Pays-Bas ou dans d'autres pays, où effectivement, on peut arriver à changer les choses. Ce n'est pas à nouveau du jour au lendemain, mais c'est évidemment comme ça qu'il faut faire. Et surtout pas maintenir ces politiques de répression qui, une fois de plus, renforcent à la fois les trafiquants et les gens qui ont besoin de passer à la télé en disant qu'ils envoient plein de policiers pour taper sur tout le monde. Moi, je pense qu'il faut aller voir ce qui s'est fait en Hollande avec les coffee shops. J'ai un certain nombre de copains qui vont s'acheter leurs joints là-bas de temps en temps. Moi, je suis écolo. Quand je dis je suis écolo, tout le monde rigole. Et puis, bon, c'est vrai que j'ai isolé ma maison avec du chanvre. On me dit, ah, c'est pour mieux le fumer. Bon, je n'ai jamais senti ce besoin, personnellement, de fumer du cannabis. Je peux comprendre que d'autres qui ont plus de mal-être dans notre société puissent avoir ce besoin. Mais chez moi, on fait une guerre. Mais alors une guerre sans merci aux dealers. Ces petits cons qui se mettent à la sortie, et je suis méchant là, qui se mettent à la sortie des collèges, à la sortie des écoles, pour attirer des clients potentiels, il faut leur casser le marché. Pour leur casser le marché, il n'y a pas d'autre solution que de créer un véritable marché où le produit est contrôlé sur le modèle coffee shop où tu parlais de salle de shoot. Je pense que c'est ça qu'il faut faire parce que d'un autre côté, de toute façon, les gens fumeront et trouveront le produit.
Et c'est là que les prix vont monter, c'est là qu'on va créer justement cette petite délinquance, le petit jeune qui a besoin de 30, 40 euros, eh ben, qui va agresser une personne âgée pour lui piquer un tout petit peu de pognon. Je pense que si on réfléchissait, ben, bien sûr, ça fera baisser les statistiques. Je suis relativement copain avec les gendarmes, ben, du fait de ma fonction. Ben, tout ce qui les intéresse, c'est les statistiques. Nous avons réglé tant et tant de problèmes. Je crois qu'il y a une autre délinquance vers laquelle il faut essayer de s'arc-bouter, c'est la délinquance financière, la délinquance en col blanc. C'est là on en parle beaucoup moins. Et quand on court après le petit fumeur de cannabis, ben, on oublie ou on n'a pas trop le temps de s'occuper des copains sarco. Madame Joly, la dépénalisation du cannabis, est-ce que ça heurte pas un peu votre éthique judiciaire, vous qui avez été juge? Écoutez, moi j'étais substitut des mineurs et je me suis aussi occupée de toxicomanie, de la répression de la toxicomanie. Et j'ai fait défiler dans mon bureau un nombre incalculable de consommateurs qui ont eu des injonctions thérapeutiques. Et déjà à l'époque, dans les années 80, cela me paraissait vraiment très inutile et superflu. Donc je considère que ça fait tourner la machine à vide et que c'est une guerre que nous avons perdue, que les budgets de lutte contre la vente et le trafic d'hashish a sans doute décuplé, pas simplement ici, mais aussi dans d'autres pays. Et donc, c'était totalement inefficace. Par contre, ça nourrit une économie parallèle qui, elle, est criminogène. Donc, il faut légaliser le cannabis pour mettre fin à cette économie parallèle. Et il faut sans doute organiser un monopole, par exemple. On va lentement glisser vers la santé et sur les questions de politique de santé, et notamment sur la situation de l'hôpital public. Aujourd'hui, est-ce que la rationalisation qui commence à être engagée vous semble être logique? Comment vous souhaitez, vous, rationaliser l'hôpital public et lutter contre les déserts médicaux? Quelles sont vos pistes de travail, Stéphane Lhomme? Alors déjà, clairement, on retombe sur la question des moyens financiers. Oui, il faut de l'argent public, oui, donc il faut des impôts. Il faut financer de manière très importante tous les services publics en général et l'hôpital en particulier, parce que maintenant, on est sur une situation où il y a de plus en plus de déserts hospitaliers, on va dire, où les gens sont obligés de faire de la distance pour être soignés. On est dans une situation où le personnel soignant est confronté à des situations d'une très grande violence, une perte de sens de leur travail. Les infirmières, ça devient quelque chose de rare de trouver une infirmière maintenant. C'est devenu un travail complètement épuisant. Parce qu'il y a une perte de sens, parce qu'il n'y a plus assez de temps pour parler aux patients, ainsi de suite. Donc là, on est sur une politique libérale qui continue à saper tous nos services publics petit à petit, qui réduisent évidemment le service donné et qui mettent en danger et en difficulté les personnes, à la fois les soignés et les soignants. Donc voilà, je crois qu'il faut partir dans l'autre sens et en mettant les moyens nécessaires. Mais comment vous allez convaincre un jeune médecin d'aller s'installer en banlieue ou en zone rurale? Comment on fait pour convaincre un médecin? Effectivement, si on met les moyens financiers, je pense qu'il faudra de l'incitation financière. Et puis aussi, si en même temps, on a toute la politique dont j'ai parlé tout à l'heure, qui consiste à revenir sur les politiques antisociales et qui vont permettre de rénover les quartiers, de réhabiliter, de cesser les politiques de répression, et bien finalement, il sera certainement beaucoup moins problématique pour un jeune médecin d'aller s'installer dans un quartier parce qu'il y fera bon vivre, tout simplement. Henri Stoll. Là encore, en tant que conseiller général, en tant que maire, j'ai été président d'un hôpital. Et dans cet hôpital, j'ai vu sans cesse des directives de l'Agence régionale de santé arriver. Il faut rationaliser, on va chronométrer le temps passé par les infirmières au chevet des malades, au pied de chaque lit. Tout était rationalisé. On a mis de plus en plus de procédures en place et finalement au détriment du service rendu. Je crois que c'est qu'une histoire de pognon. Il suffit, à mon sens, de bien diriger les choix. A-t-on besoin de l'arme atomique? A-t-on besoin d'une telle armée?
oui, une armée d'infirmières plutôt qu'une armée de bidas. Je crois qu'aujourd'hui, ce sont des choix politiques et je pense que lorsque nous serons au pouvoir, et nous y serons en 2012, ben, nous allons réinjecter de l'argent pour que justement il y ait un maximum de personnel auprès des malades. Mais Nicolas Hulot, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas une incongruité à laisser un hôpital qui aura mauvaise réputation dans une zone désertée, plutôt que rationaliser et réorganiser sur un autre hôpital qui fonctionnera mieux et qui offrira plus de services? Enfin, tout ça, c'est une réflexion de politique territoriale. Est-ce qu'on fait revenir l'économie dans ces territoires? Alors ça, c'est une réflexion de société. Est-ce qu'on considère que, sous prétexte qu'il y a une démographie en baisse, on fait partir tous les services publics qui ne font qu'accélérer le phénomène? Je pense que ça, c'est une nouvelle vision aussi que l'on doit porter. Mais enfin, sur la santé déjà, là aussi, il va falloir sortir d'une certaine orthodoxie. Tous les moyens sont mis sur le curatif et très peu de moyens sont mis sur la prévention. Et ce que portent notamment les écologistes, et je pense que ça, c'est très important, parce que la première des sécurités, effectivement, c'est la sécurité sanitaire, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse aussi sur la relation de cause à effet entre les modes de vie, entre les facteurs environnementaux et entre les nouvelles pathologies que l'on voit se multiplier et qui, au-delà évidemment des effets terribles sur la santé des uns et des autres, finissent par amplifier les dépenses des hôpitaux et de la sécurité sociale. Donc je pense aussi qu'il y a une manière de regarder un peu le problème un peu différente. Parce que là aussi, on ne peut pas, la santé c'est un bien commun. Donc on doit le soustraire évidemment à la spéculation et il ne doit pas être dans le domaine du privé, mais il faudrait peut-être aussi à un moment regarder aussi ceux qui se gavent sur tout ça. Et je dis ça sans forcer le trait, mais l'industrie pharmaceutique peut peut-être un peu participer un peu plus à la solidarité. Et puis aussi s'adapter aux réalités. Je vais vous donner un petit exemple. J'ai lu un livre très récemment d'une femme qui raconte le calvaire de son enfant qui était atteint de maladies assez graves, pour employer un euphémisme, et qui devait se prendre plusieurs dizaines de gélules par jour, et qu'aucune de ces gélules n'était conforme à l'anatomie de l'enfant. C'est des gélules pour adultes, et que quand il faut s'en ingérer plusieurs dizaines. Il y a aussi une forme de cynisme de cela. Et puis, autre exemple, parce que c'est la réalité des hôpitaux, un copain qui attendait une greffe de poumon à Bichat pendant 2 ans, quand il allait passer une radio, ça durait 10 minutes, mais pour attendre le brancardier 5 heures, parce qu'il y avait 7 brancardiers pour 2000 lits. Ça, c'est des choses qui sont absolument inadmissibles, et c'est des choses que l'on connaît. Donc là aussi, ce n'est pas moins d'humain, c'est évidemment plus d'humain, mais c'est surtout la prévention, et puis l'indépendance des agences, de celles qui vont faire les études de relations de cause à effet, les études épidémiologiques que l'on ne fait pas avec des agences qui sont liées, notamment justement, soit à l'industrie pharmaceutique, soit à un certain nombre de lobbies. Donc tout ça, c'est une remise à plat. Et je pense qu'au risque de me répéter, il en est de ce domaine-là comme dans d'autres, il y a un moment ou un autre, il faut sortir du conformisme. Eva Joly, le Parti socialiste, par exemple, lui, propose d'obliger les jeunes médecins, dans leurs 5 premières années, à aller s'installer en zone désertée. Est-ce que ça, par exemple, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez adhérer? Je pense que la régulation peut être un outil puissant. Et il faut faire une carte sanitaire, il faut faire l'inventaire des besoins. Il faut que le premier réseau soit les généralistes, l'accès aux soins pour tous. Et pour avoir assez de généralistes, il faut d'abord augmenter le nombre d'étudiants qui deviennent généralistes. Et ensuite, on peut imaginer qu'on leur donne une incitation financière pour rester 2 ans à un endroit qui est un dessert médical. Il y a des pays qui connaissent ça. Je veux dire, on a vu ça dans d'autres pays. Sinon, il y a chez nous un démantèlement actuellement de l'hôpital public. Un bijou comme l'hôpital Trousseau, par exemple, qui est mondialement connu pour ce service pédiatrique, est démantelé. Les équipes sont détruites au nom de la rentabilité, de l'efficacité, parce que la pathologie galope beaucoup plus que les moyens. Et c'est pourquoi il faut une politique de prévention beaucoup plus efficace que nous, les écologistes, portons par la modification de nos habitudes plus profondément. Il y a le statut des experts qui est très important. Nous savons par l'affaire Mediator, par exemple, combien les experts n'ont pas été indépendants, que certains d'entre eux travaillaient pour le laboratoire Servier. Marie Blandin, sénatrice de son État,
et ancien président du Conseil régional, a fait voter un texte au Sénat qui crée un institut ou un organe pour veiller à l'indépendance des experts. Ce n'est pas encore mis en œuvre. Et ça, cela est important, par exemple. Henri Stoll, vous avez un complément peut-être? Dans le petit hôpital rural que je dirigeais à l'époque, on a fait un pacte ou un accord tout simplement avec l'hôpital central, Colmar, qui est à une quinzaine de bornes, qui a 2 gros hôpitaux. Et tout simplement, un certain nombre de médecins de cet hôpital sont détachés dans nos hôpitaux ruraux. Ils bénéficient d'une aide, c'est une petite prime financière. Les médecins sont souvent des hommes, des femmes, qui sont aussi attirés par la petite prime de temps en temps. Et on a réglé par là le fait que les médecins refusaient de venir dans ces petits hôpitaux. Alors, tel Jackie Darbois à l'époque de l'heure de la vérité, Philippe Mérieux a une question Twitter. Alors, une petite question qui a été posée tout à l'heure, mais en quelques secondes chacun, que répondez-vous à ceux et celles qui stigmatisent aujourd'hui les écologistes et qui, par la promotion des médecines naturelles, auraient été responsables de milliers de morts du cancer? C'est la suite la publication d'un rapport qui est paru ce matin. Ouais. Je pense qu'il ne faut pas répondre à ce genre de choses-là. Parler aux cons, ça les rend intelligents. Merci. Il ne faut pas confondre les médecines complémentaires avec les médecines traditionnelles, mais au passage, il y a la médecine occidentale, mais enfin, c'est faire injure aussi à l'Asie, aux Chinois et à l'Afrique, que leur savoir dans ce domaine-là ne serait pas aussi à être considéré que le nôtre. Voilà. Il y a des médecines complémentaires, mais ne nous trompons pas. Voilà. Je vais relancer Stéphane Lhomme, qui reste beaucoup plus de temps que les autres après cette première moitié de débat, on va dire, sur une question de santé qui est liée à la situation de la CMU et de l'aide médicale d'État. Aujourd'hui, beaucoup de médecins, notamment dans les centres-villes urbains, font en sorte d'esquiver les consultations en CMU ou en AME. Comment on fait là, pour contraindre ces médecins, parce qu'on les incite, mais ils n'ont pas l'air propices à l'incitation. Comment on fait pour contraindre ces médecins à accepter, que tous les médecins acceptent la CMU et l'aide médicale d'État? Mais effectivement, moi je pense qu'il faut qu'on impose le fait que le médecin a des responsabilités, a des devoirs, il a pris des engagements et il n'a aucun droit de refuser. C'est vrai qu'on a vu des reportages qui montrent ces médecins qui refusent les gens de la CMU parce que ça ne la rapporte pas assez. Donc tout simplement, moi je crois qu'il faut que les gens puissent témoigner s'ils ont été refusés par un médecin et qu'il y ait des sanctions réelles, parce que c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a aucune sanction par rapport à ça. Donc les médecins ont des avantages par ailleurs, et bien aussi, ils doivent prendre en charge, y compris les patients les plus modestes et les plus fragiles, et c'est même de la dignité de leur métier. Et s'il faut sanctionner sur ce plan-là, il faut sanctionner, parce que les sanctions, une fois de plus, elles tombent toujours sur les modestes et sur les pauvres. Et là, les médecins, il faut aussi, s'ils refusent de recevoir des malades, il faut qu'ils soient sanctionnés. On va passer, si vous le voulez bien, au troisième grand thème de la soirée qui porte sur les questions d'éducation, formation, emploi. Alors, on a parlé beaucoup dans les années 80-90 des zones d'éducation prioritaire, un modèle en crise, dit-on. Aujourd'hui, d'après vous, quelles sont les nouvelles zones d'éducation prioritaire ? Quels sont les moyens à mettre en œuvre pour lutter contre l'échec scolaire et pour la promotion dans l'ascenseur social? Je pose d'abord la question à Stéphane Lhomme. Alors, moi, j'ai travaillé comme instituteur pendant 13 ans en ZEP, en particulier avec des classes d'enfants gitans, mais pas seulement. Et effectivement, au lancement de ce programme, alors on pourrait toujours revenir sur l'appellation qui n'était pas heureuse, hein, mais effectivement, ce classement en ZEP s'accompagnait de véritables moyens, c'est-à-dire d'enseignants supplémentaires pour faire des petits groupes, pour aller essayer de récupérer les gamins en difficulté, pour aller voir les familles aussi, ainsi de suite. Donc il y avait véritablement de quoi faire, en particulier en moyens humains. Et ça, petit à petit, ça a été supprimé. On l'a vu se déliter au fil des années, jusqu'à se retrouver, finalement, travailler en ZEP, on avait une petite prime en plus, finalement, je ne sais plus combien c'était, mais il n'y avait plus pratiquement aucune différence par rapport aux moyens de travailler sur le terrain. Donc c'est complètement débile. Moi, je ne travaillais pas en ZEP pour avoir une prime, mais je travaillais en ZEP pour essayer d'aller sortir ces gamins de la difficulté, essayer de leur donner les mêmes chances que les autres.
Et à nouveau, on retombe sur des questions de moyens, et ça s'est délité avec toutes ces politiques libérales qui ont été mises en œuvre. Et à nouveau, un des chantiers prioritaires pour la gauche, c'est de réhabiliter totalement les services publics et donc de mettre l'argent qu'il faut. Et à nouveau, puisque on sait bien qu'il ne faut pas laisser des déficits gigantesques, et bien l'argent, il faut aller le chercher là où il est, chez les puissants, chez les riches, chez les multinationales, chez les pétroliers, chez les banquiers. Mais la question de la réussite ou de l'échec scolaire, est-ce qu'elle est simplement réductible à l'allocation de moyens massifs partout, ou est-ce qu'il faut sectoriser, territorialiser? Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut revenir sur l'assouplissement de la carte scolaire? Alors, les moyens ne suffisent pas, mais les études ont montré que, évidemment, là où il y avait les moyens, on pouvait inverser les choses. On a des études ont montré que même là où on arrivait à créer une vraie dynamique avec des moyens, à nouveau, quand je parle de moyens, je parle de moyens humains. On pouvait pratiquement même arriver à inverser la tendance, c'est-à-dire que les gamins des milieux modestes pouvaient avoir une réussite supérieure à la moyenne. Donc, si on veut vraiment faire les choses, on peut le faire. Et à nouveau, pas en supprimant tous les postes, comme on le voit actuellement, c'est un véritable massacre de l'école. La question complémentaire, c'était ? Sur la carte scolaire. Oui, la carte scolaire, c'est absolument insupportable. Évidemment que c'est fait pour qu'il y ait des établissements pour les gamins des beaux quartiers et qu'ils puissent s'échapper des autres écoles. Moi, je l'ai vu là où j'étais, puisqu'évidemment, on avait un certain nombre d'enfants gitans dans l'école. Donc, les familles, avant même l'assouplissement de la carte scolaire, il y avait des dérogations accordées par la mairie de Bordeaux, mon cher ami Juppé. Et on avait une fuite des gamins de niveau socio-culturel normal, on va dire, ordinaire. Et on se retrouvait finalement avec nos petits gitans, avec les maghrébins, les noirs et ainsi de suite, les gens relégués. Et on n'avait pas de mélange culturel et de mélange social surtout. Et ça, c'est une vraie catastrophe. Donc, il faut effectivement réintroduire la carte scolaire et faire en sorte... Mais à nouveau, c'est un ensemble, c'est le maillage du territoire, c'est la réhabilitation des services publics, la réhabilitation des bâtiments. On va avoir beaucoup de mal de dire à des gens, tiens, allez habiter avec votre bon niveau socio-culturel, allez habiter dans ce quartier tout pourri où il n'y a pas de service public. Évidemment que c'est complètement... personne ne voudrait y aller. Donc c'est un ensemble. Et à nouveau, ça passe par beaucoup d'investissements. D'investissement, ce n'est pas du gaspillage, c'est de l'argent qu'il faut mettre dans ces services publics, à la fois pour les gens qui bénéficient des services publics, pour les gens qui y travaillent. Il y a aussi beaucoup de problèmes chez les enseignants qui vivent très très mal la façon dont ça se passe, qui ont une perte de sens totale par rapport aux activités. Il faut se pencher sur les travaux de chercheurs, de Dubé et d'autres, Philippe Mérieux certainement. Et effectivement, il est de toute urgence d'inverser la tendance parce que là, on assiste à un véritable massacre de notre éducation nationale. Eva Joly, des moyens, toujours des moyens sur la police, sur l'éducation, dans un contexte de finances publiques qui est ce qu'il est, qui est très déprimé. C'est la solution, toujours des moyens, toujours plus. Je pense que le grand problème du système éducatif français, c'est le fait qu'on reproduit le système. On n'arrive pas à le démocratiser, on n'arrive pas à faire sortir les enfants des classes populaires. On n'arrive pas à les faire évoluer jusque vers les grandes écoles, par exemple. Et donc, un des moyens de combattre cela, c'est les structures aussi périscolaires, où ils peuvent avoir accès à la culture. Il faut que ça soit une éducation beaucoup plus large que simplement apprendre à lire et écrire. C'est aussi les accompagner par la culture pour donner plus de moyens aux plus démunis. Et c'est important que cela commence tôt, parce que si vous n'avez pas des classes pour les 2-3 ans, les inégalités s'installent déjà. Henri Stoll. Bon, je suis prof, mais prof dans le supérieur, donc je suis souvent pas trop au fait, mais j'ai constaté, j'ai une belle-sœur qui était dans un RASED, donc un réseau d'aide pour les gamins en difficulté. Ben, son poste a été tout simplement supprimé. Elle en est déçue, elle en est désolée, elle ne sait pas quoi faire non pas parce qu'elle a plus son poste, mais parce que ces gamins, elle a essayé de les tirer un peu vers le haut. C'est des gamins qui étaient un peu en difficulté, en déshérence, qui s'emmerdaient dans les classes parce qu'ils ne comprenaient même pas ce que l'instituteur racontait devant. Donc on les sortait de la classe pendant un certain nombre d'heures et on le faisait un enseignement, elle leur faisait un enseignement beaucoup plus adapté. Moi je pense qu'il faut remettre des petits groupes de niveau. Je ne pense pas
qu'on est tous égaux, hein, à la naissance. On a des différences. Il y a des gens qui sont plus doués. J'avais un fils qui était brillant, qui s'emmerdait en classe et qui finalement a failli rater son bac tellement il se faisait chier à l'école. Donc à un moment donné, je crois il faut essayer de chercher dans chacun le meilleur de chacun et l'emmener le plus loin possible. Et les classes de niveau ou les classes où tout le monde fait le même programme, le doué, le rapide, le lent, ben, ils font le 1000 mètres en 3 minutes. Donc j'y crois pas. Il y a des gens qui auront besoin de plus de temps, il y a des gens qui auront besoin de moins de temps. Et je crois que là encore et toujours, comme le disait Stéphane tout à l'heure, c'est simplement une question de moyens. Nicolas Hulot, encore une fois, je prends par rapport, parce que c'est vos alliés principaux et que demain commencent notamment les négociations avec le Parti socialiste entre Verts et socialistes. Mais les socialistes, par exemple, ont fait le choix dans leur convention égalité réelle de cibler les débuts de la petite enfance, le collège plutôt que le lycée, l'université, les premiers cycles plutôt que les autres cycles. Ils ont fait un choix justement pour, conscient qu'il n'y avait pas beaucoup de moyens à redéployer, de cibler. Quelle cible vous porteriez quelle est votre stratégie par rapport à l'éducation? Je ne sais pas s'il faut que ça soit l'un ou l'autre. Philippe Mérieux, je pense, ne me contredirait pas en disant que les premières années de scolarité sont très importantes. Beaucoup de choses se passent dans les 3 ou 4 premières années. Et que là aussi, il y a une grande disparité parce qu'il y a des familles où un des parents est disponible au moment de la sortie de l'école pour prendre le relais de l'école, mais il y en a d'autres qui sont soumis, qui sont obligés de mettre leurs enfants dans des crèches ou dans des structures d'accueil, qui ne sont pas forcément sur le plan pédagogique bien formés aussi. Et donc ça crée évidemment un certain nombre de disparités. Il y a une chose qui est certaine, hein, c'est que quand on veut accompagner des enfants qui décrochent, quand on veut justement distinguer ceux qui sont en difficulté, soit pour des raisons sociales, soit pour des raisons familiales, soit parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont perdu la main, ben là aussi, il faut de l'humain, il faut de l'attention, il faut du discernement, il faut donner de la souplesse aux structures et aux équipes pédagogiques. Et ce n'est pas en appliquant à la lettre la révision générale des politiques publiques et en supprimant 16 000 postes par an, comme on est en train de le faire, qu'on va arriver à le faire. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais quand il y a eu les assises d'Europe Écologie sur l'éducation, j'ai cité cette phrase d'un président américain qui disait « Oui, l'éducation, ça coûte cher, mais essayez l'ignorance ». Voilà, c'est un investissement pour l'avenir et donc ça n'a pas de prix, c'est important. Mais au-delà de l'éducation dans les premières années, on pourrait parler de toutes les inégalités parce que chacun sait qu'au sortir du bac, selon qu'on fasse partie d'une famille aisée ou d'une famille modeste, les chances d'aller à l'université ne sont pas les mêmes. Quand je vois aujourd'hui des jeunes qui sont en train de préparer le bac et qui ne savent pas tellement dans quelle école ils vont être, mais ils sont obligés de payer des sommes considérables parce qu'ils prennent toutes les options, et que voilà, il faut s'inscrire, et puis qu'on ne sera pris que dans une seule école, mais on ne sera pas remboursé pour autant. Donc voilà, c'est aussi cette équité qu'il faut rétablir, et puis sortir du productivisme scolaire. Voilà, je crois que ça c'est très important. Mais c'est un sujet très vaste, et comme notre temps de parole est assez compté maintenant, on n'a pas le temps de le développer. On va finir le thème éducation avec une question qui nécessite une réponse très courte. Jean-Luc Mélenchon, lui, évoque sur les grandes écoles, dit que les grandes écoles seront supprimées dès lors qu'elles ont des financements privés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui? Non? Pas con? C'est difficile. Pardon, il est très difficile d'être aussi radical. Je crois que les grandes écoles ont leur fonction, moi, je ne vais pas passer par les grandes écoles, je suis content. Je n'ai pas envie de passer par l'ENA et des choses comme ça. Mais je crois qu'elles ont leur fonction. Malheureusement, elles ont une fonction de formatage. Toutes les personnes qui sortent de ces écoles-là fonctionnent de la même manière. Après, je crois que si on met assez d'argent dans les écoles publiques, dans les universités, je crois que les grandes écoles risquent aussi, à un moment donné, de perdre un peu de leur aura. Oui. Effectivement, le critère, plus que de savoir d'où vient l'argent, même si c'est très important, il faut d'abord regarder quel genre de personnes forment telle ou telle école, quel genre de personnel, quel genre de politique. Et derrière tout ça, on sait qu'il y a des écoles qui portent gravement tort à notre société parce qu'elles forment un personnel
formaté qui est là pour finalement maintenir les gens au pouvoir en place et perpétuer. Et voilà. Donc on pourrait parler de l'école des mines, par exemple, à tout hasard, qui nous a imposé le nucléaire en France de manière totalement antidémocratique et qui continue à le faire. Et je signale d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, Madame Lauvergeon, de manière pathétique, continue à dire que le nucléaire a de l'avenir, alors que heureusement, on le voit tout autour de nous, que l'avenir du nucléaire, il est derrière, même s'il nous laisse les déchets. On va rester sur l'école très rapidement, Nicolas Hulot, sur cette question. Ce que je pense surtout prioritaire, c'est que dans chaque région de France, il y a un pôle universitaire de qualité. Voilà, c'est qu'il y ait une équité territoriale. Ça me semble déjà beaucoup plus important, et donc qu'il n'y ait pas une disparité en fonction des critères géographiques. Voilà. Les grandes écoles bénéficient de soutien largement majoritaire issu du privé. C'est quelque chose qui vous heurte? Écoutez, École de commerce, je ne pense pas que c'est forcément la vocation du privé, d'autant que, évidemment, après, ils vont orienter le programme des grandes écoles. Je pense que ça, c'est du domaine régalien de l'État, donc c'est une question probablement d'équilibre. Je ne suis pas pour la suppression des grandes écoles, loin de là. Eva Joly. Le problème pour moi, c'est d'avoir une éducation de haut niveau pour beaucoup plus de monde que ceux qui aujourd'hui font les grandes écoles. C'est une démocratisation de la formation supérieure et c'est une question de moyens alloués par élève qui est beaucoup plus fort évidemment dans les grandes écoles. Donc je pense que cela empêche les universités de s'épanouir pleinement parce que le pays forme son élite dans les grandes écoles. Et donc ça concerne très peu de monde. Et moi, je préférerais que les moyens soient mis sur les universités pour que la base des personnes bénéficiant de cette formation soit plus large. Henri Stoll, un complément sur la question des grandes écoles. J'ai l'impression que ces grandes écoles sont là pour perpétuer le système. Je suis syndicaliste, puis j'ai eu un jour, lors d'une grève, je m'étais un peu bagarré avec mon proviseur, qui me disait « Mais monsieur Stoll, est-ce que vous pouvez imaginer que ceux qui nous gouvernent et qui ont compris le système pour mettre leurs enfants à leur place vont bouleverser ce système pour que les enfants de leurs adversaires l'apprennent ?» Je l'ai traité de con à ce moment-là, mais aujourd'hui, je pense qu'il a raison. À la fin de l'émission, Henri Stoll, vous nous direz quand même qu'est-ce que vous n'êtes pas, parce qu'à chaque fois, je découvre une nouvelle facette. Il se trouve peut-être que je suis multicasquette, parce que j'ai énormément de boulot, je bosse près de 100 heures par semaine, et j'ai effectivement énormément de fonctions. Alors on va rester avec vous parce que vous avez peut-être une casquette internationale également, étant frontalier de l'Allemagne. Pour l'instant, on va rester. Vous êtes exprimé déjà sur la Libye lors d'un précédent débat. Ayons un peu d'imagination. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Vous êtes président de la République. Il y a des événements en Syrie. Il se passe des choses en Syrie. Vous faites quoi, Monsieur Stoll ? Je vais faire comme chacun. Je vais d'abord commencer par rechercher les spécialistes de la Syrie. Et puis je vais leur demander qu'est-ce qu'on va y faire. On va peut-être commencer par dégommer Kadhafi, parce que c'est peut-être pas le... Syrie, pardon, excuse-moi, j'ai confondu avec la Libye. Bon, quoique les choses sont relativement semblables, sauf qu'il y a moins de pétrole en Syrie. Donc quelque part, je me dis, est-ce que ça vaut la peine de dégommer le dictateur en place ? Moi, quand c'est un dictateur, personnellement, je n'hésiterai pas, à aucun moment. Sauf que si c'est pour faire ce qu'on a fait en Irak, créer le chaos, sauf si c'est pour mettre quelqu'un à sa place, comme on l'a fait en Afghanistan, pour pouvoir récupérer le lithium afghan, je me poserai un certain nombre de questions. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait laisser déjà les peuples régler leurs problèmes, bien sûr, en les aidant à dégager eux-mêmes leurs propres dictateurs. Eva Joly, diplomatie, intervention armée, comment on intervient en Syrie si vous êtes présidente de la République ? Ce qui se passe aujourd'hui en Syrie est terrible. Le dictateur tire sur la foule, sur des civils désarmés. Il y a beaucoup de réfugiés en Turquie, donc on a les récits de ce qui se passe, on le sait. La France ne va pas intervenir tout seul en Syrie. Si j'avais mon mot à dire là-dessus, c'est évidemment d'obtenir un mandat de l'ONU et c'est de commencer par obtenir la condamnation de la communauté internationale de ce qui s'y passe. Et même ça, aujourd'hui, on n'y arrive pas parce que la Russie et la Chine exercent leur veto, donc on n'a même pas une résolution qui condamne ces exactions contre le peuple syrien.
Mais je ne lancerai pas l'aviation française tout seul parce qu'elle est déjà occupée en Libye et qu'on aurait un problème de moyens. C'est ça, Nicolas Hulot. Vous, est-ce qu'on peut être sur tellement de fronts en même temps? D'abord, ce qui est très étonnant, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU s'est pas réuni pour ça. Je veux dire qu'il y a deux poids, deux mesures. Est-ce que la différence justement entre la Libye et la Syrie, ce n'est pas, comme le dit Henri Stoll, les réserves d'énergie fossile? J'en sais rien, j'ose pas croire ça. Mais enfin, je suis assez stupéfait de ce décalage de la communauté internationale. Je pense que l'Europe se grandirait au minimum à hausser le ton. Voilà, à demander effectivement que les Nations Unies se déterminent là-dessus, et tout le temps qu'on passe, évidemment, c'est autant de victimes supplémentaires. Stéphane Lhomme. C'est trop facile de laisser en place des dictateurs pendant des décennies et au moment où ils tirent sur la foule de dire « Ah, alors vous devez vous prononcer, on intervient ou on n'intervient pas » parce que de toute façon, il n'y a que des mauvaises solutions. C'est une hypocrisie totale. Les dictateurs qui sont en place, la plupart sur la planète, sont là parce que les pays puissants, dont la France, le veulent bien, parce qu'ils assurent de la stabilité effectivement dans des zones où il y a besoin de stabilité la plupart du temps pour l'accès aux matières premières. Et voilà, après on nous prend à la gorge en disant alors qu'est-ce qu'on fait là? Mais actuellement, j'en ai déjà parlé, on bombarde la Libye, on bombarde Kadhafi. Moi je verse évidemment pas une larme sur Kadhafi. Il y a à peine 2 ans, on nous disait qu'il était redevenu fréquentable et M. Sarkozy était à Tripoli pour signer un accord nucléaire avec lui. Maintenant, on dit « Ah non, finalement, il est redevenu méchant », alors on le bombarde, et on va, pendant ce temps, voir Nazarbayev au Kazakhstan, qui est exactement le même. Pourquoi? Parce qu'il a des réserves d'uranium, et on recommence la même chose, on va faire ami-ami avec lui, et si jamais un jour le peuple kazakh se soulève et que Nazarbayev tire dessus, on va dire « Ah oui, effectivement, il est méchant, alors on intervient ou on n'intervient pas ?» Donc voilà, effectivement, une fois de plus, on est pris à la gorge et il n'y a que des mauvaises solutions. Ce qu'il faudrait commencer à faire, alors oui, effectivement, là, on est dans le rêve, effectivement, mais en finir avec cette réelle politique qui consiste finalement à faire de belles déclarations sur les droits de l'homme et puis, dès que possible, aller serrer la main des dictateurs parce qu'il y a des marchés, parce qu'il y a de l'uranium, ainsi de suite. Et ça, M. Sarkozy a bien montré qu'il savait le faire, malheureusement. Comment fait-on avec la Chine, Stéphane Lhomme? Est-ce qu'on cesse toute activité commerciale avec la Chine? Eh bien, quand on aura effectivement largement engagé, ou même dès le début engagé la conversion de notre pays, en particulier sur le plan de l'écologie, qu'on aura créé beaucoup d'emplois avec les énergies renouvelables, les plans d'économie d'énergie, on sera beaucoup moins dépendant des marchés extérieurs. Alors peut-être pas, on ne va pas aller jusqu'à l'autarcie, mais effectivement, c'est complètement absurde d'être dépendant totalement de marchés, de devoir dire « Ah, on ne peut rien leur dire parce que c'est eux qui nous vendent la plupart des produits dont on a besoin. Est-ce qu'on a besoin de ces produits? Est-ce qu'on a besoin de les faire fabriquer en Chine? » Donc effectivement, oui, la Chine, à un moment donné, il faut savoir dire non. Mais pour dire non, il ne suffit pas juste de le dire. Il s'agit de développer une politique différente sur le plan économique déjà dans notre pays qui permettrait d'être beaucoup plus serein face aux dictateurs. Henri Stoll. Moi, je suis beaucoup plus radical. Oui, aussi longtemps que la Chine ne respecte pas les droits de l'homme, on arrête de commercer avec eux. L'Europe, le grand marché européen, il y a plus de 92% des marchés extérieurs, des pays du marché européen qui se font dans le marché européen. On n'a qu'à développer ce marché-là, on y arrivera largement. On n'a pas besoin des 7-8% de commerce avec la Chine, il n'y a qu'à se faire un peu ce qu'on demande, un peu de décroissance, et puis on arrivera à éviter d'acheter toutes les camelotes et toutes les saloperies de bas de gamme qu'on commande là-bas, qui sont souvent inutiles. Ensuite, on vend des choses chinois qui font travailler on essaiera de les vendre sur le marché. On essaiera de les vendre sur le marché intérieur de l'Europe. Je crois que là aussi, il y a à développer. Il y a aussi un véritable marché là-dessus. Ensuite, juste une remarque par rapport à l'international. Eva disait qu'elle s'adresserait à l'ONU. L'ONU a aussi dit à un moment donné que les Palestiniens et les Israéliens avaient droit à chacun un pays. Moi, je vais aller à Gaza là, dans une dizaine de jours. Ça a été repoussé le départ de mon bateau. Mais je crois là aussi, si l'ONU appliquait ces décisions de manière équitable partout dans le monde, peut-être que ce conflit n'envenimerait pas l'ensemble de la politique mondiale. Nicolas Hulot. Voilà.